Donc, bienvenue tout le monde à ce midi inspirant de l'association EdTech. Donc, si vous ne connaissez pas l'association EdTech, c'est une association d'entreprises et d'organisations à but non lucratif qui travaillent dans le numérique, les technologies et l'éducation au Québec. Donc, c'est super pertinent là, en ces temps où est-ce qu'on veut justement choisir des outils, des ressources québécoises, locales de chez nous. Ça vaut la peine d'aller voir ce qu'on fait chez EdTech. Des ressources, des outils d'ici pour les élèves d'ici, des choses vraiment intéressantes. Donc, edtech.ca, allez voir la section membres si vous voulez en savoir plus. Puis je vais tout de suite y aller avec Anne, qui est ici pour nous ce midi. Merci beaucoup, Anne, d'être là avec un sujet ultra pertinent et d'actualité parce qu'on va parler de justement comment faire, comment on fait pour parler justement d'actualité avec les jeunes, avec les enfants. On voit des enjeux difficiles à aborder, la guerre, la politique, réchauffement climatique, des choses dont les élèves peuvent parler, peuvent avoir des questionnements, puis c'est délicat. Donc, Anne, qui est journaliste depuis 25 ans, qui a fondé le journal Le Curieux, dédié aux jeunes, va nous donner des trucs aujourd'hui, puis nous parler de ce super sujet. Donc, merci Anne et je te laisse la parole. Si vous avez des questions, oui, si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou levez la main virtuelle. Puis on ira là, à mesure que les questions se posent avec des réponses de Anne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis bien contente de vous voir ce midi. Je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Donc, effectivement, je trouve, moi, cet atelier-là, j'adore le faire parce que je trouve que c'est super intéressant. Puis, comme disait Mélina, là, n'hésitez vraiment pas pendant toute notre rencontre. Là, moi, ce que je veux, c'est le plus possible répondre à vos questions, à vos besoins, puis qu'il y ait du partage. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, on retombera sur nos pattes là. Donc, vraiment, soyez interactifs là, ça me fera toujours plaisir. Donc, rapidement, oui, je me présente. Donc, moi, je suis journaliste depuis 25 ans, au Québec depuis 15 ans. Avant, j'étais en Afrique, j'étais en Nouvelle-Calédonie, près de l'Australie. Et puis, j'ai créé Le Curieux donc en 2018-2019, justement pour informer les jeunes. Puis, on fait aussi des ateliers d'éducation aux médias et à l'information dans les écoles. Moi, je trouve que c'est super important dès le primaire, parce que souvent, on s'adressait au secondaire, mais on oubliait un peu le primaire en disant, oh, ils sont trop jeunes. Mais en fait, non, ils sont super intéressés par tous les sujets de l'actualité, par toutes les compétences informationnelles et numériques. Ils sont tout à fait capables de comprendre plein de choses, puis ils embarquent vraiment bien. Donc nous, on pense que c'est vraiment important, tu sais, pour développer leur jugement critique dès le plus jeune âge, de leur apprendre plein de choses. Donc rapidement, pour que vous sachiez ce qu'est le curieux, en fait, donc c'est un journal numérique qui vulgarise l'actualité. Donc, toutes les semaines, en fait, on envoie aux élèves. Donc, nous, nos principaux abonnés sont des écoles, hein. Donc, on envoie aux élèves et aux enseignants un petit peu le tour, ça le d'hier, un peu une revue de la semaine qui fait le tour de l'actualité internationale et locale. Donc, il y a toujours un article international. Donc, là, par exemple, on parlait des manifestations en Turquie. Tous les mots compliqués sont expliqués comme la corruption, tout est remis en contexte historique, géographique. C'est pour ça qu'il y a toujours des cartes. On met des visuels qui permettent d'accrocher un petit peu aussi l'attention, puis d'aider à la compréhension aussi de certaines choses. Il y a toujours une actualité du Canada, donc soit Québec, soit une autre province, soit fédérale. On a toujours un sujet un petit peu plus approfondi à la loupe en 3 questions. Donc là, par exemple, on faisait le point un peu sur la défense là en Europe et au Canada suite comment dire, la redéfinition de l'équilibre mondial en cours depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc, vous voyez, encore une fois, à chaque fois, on explique les mots compliqués. On essaye de répartir en plusieurs questions pour répondre plus facilement aux choses. On fait des petits suivis aussi en petites brèves, ce qui permet aussi de différencier les longueurs de texte. Puis, on a toujours une nouvelle inspirante, hein. Ça fait du bien dans le monde dans lequel on vit d'avoir une nouvelle un petit peu plus positive à la fin. En ce moment, en fait, on publie aussi, on a fait un concours avec des classes et des familles, mais surtout des classes par rapport ils devaient faire une recherche sur des espèces menacées, puis les gagnants voyaient leurs articles et leurs affiches publiées dans notre revue de la semaine. Donc, c'est ça que vous voyez à l'instant. Puis à chaque fois, il y a aussi un quiz avec une question d'opinion, de discussion, puis des questions d'inférence et de compréhension. Et puis, on a toujours un dossier qui approfondit un sujet
qui est soit dans l'actualité, soit en lien avec les programmes, notamment le CCQ. Là, on essaye d'aider les profs avec des sujets, tu sais, comme par exemple l'amitié, l'éveil amoureux, le bonheur, les émotions. Puis un que je voulais vous montrer, qu'on a fait avec le secrétariat à la condition féminine. On a abordé le masculinisme qui est pas mal dans les enjeux de l'heure. Donc, on a fait un dossier qui explique aux jeunes, donc du primaire et du secondaire, OK, ben, pourquoi on en parle maintenant? C'est quoi le masculinisme? Pourquoi on en parle? C'est quoi l'enjeu qui est lié au masculinisme? Et puis, d'où ça vient? Pourquoi? Donc, vous voyez, à chaque fois, les mots compliqués sont expliqués aussi là. Puis, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de visuels que dans nos revues de la semaine, parce que c'est un projet mensuel là, qui laisse plus de temps et d'espace pour mettre. Puis là, donc, on parlait de ce que c'était que la masculinité et la féminité aujourd'hui. Puis on donne toujours, on essaye bah là on va en parler d'ailleurs, mais tu sais, de redonner un peu un pouvoir d'action aux jeunes. Donc à la fin, on leur donne toujours, sans leur mettre évidemment le fardeau de résoudre le problème à eux tout seuls, au moins d'avoir des pistes d'action qui leur permettent c'est ça, de pouvoir avoir une prise sur ce qui se passe. On a aussi des activités pédagogiques qui sont proposées par des profs de primaire et de secondaire pour chaque dossier. Donc là, par exemple, on a fait un sur la diversité culturelle face aux géants du web. Ben, donc, là, les activités proposées par des enseignantes là, sont vraiment guidées pas à pas avec des idées d'activités, les fiches outils qui vont avec voilà, avec l'activité pour que les profs aient juste à imprimer. Si jamais, ils peuvent aussi modifier évidemment l'activité, mais au moins. Puis en fait, on a commencé, ça c'est plus récent, on fait aussi des activités en lien, attends, je vais plutôt montrer celle-là rapidement, en lien avec la revue de la semaine. Donc là, par exemple, on faisait faire un travail aux jeunes sur la photo, le photojournalisme. Et puis aussi la photo, tu sais, d'interpréter une photo en fonction d'informations. Donc sur Mandela, comme dans le texte, on leur expliquait ce que c'était que l'apartheid, ben, on leur demandait d'interpréter cette photo-là. Puis on leur faisait lire un texte ou en tout cas prendre les informations d'un article qui expliquait justement un peu la genèse de cette photo-là. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps pour faire le tour, mais c'était pour vous indiquer un petit peu ce qu'on fait. Oui, les ateliers. Rapidement, on a deux sortes d'ateliers. On a des ateliers dans les classes, donc un peu d'une heure sur différents thèmes comme la recherche fiable d'informations, les fausses nouvelles, l'intelligence artificielle. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on fait de plus en plus des parcours, donc des projets avec des centres de services scolaires ou des écoles, où là, on crée des magazines scolaires. Donc, on vient 6 à 8 fois dans les classes, puis on accompagne les jeunes qui deviennent vraiment des apprentis journalistes et qui passent par toutes les étapes. Et à la fin, ils ont un magazine qui, en fait, est mis en page par le curieux, ce qui fait que ça leur fait un magazine. Alors, en fait, c'est un magazine scolaire ou des balados. On le fait en balado aussi, mais comme c'est mis en page par notre graphiste quand c'est un magazine scolaire, ben voilà, ça leur donne une facture un peu professionnelle, ce qui fait que les jeunes se donnent encore plus. Notamment, les enseignants nous disaient que dans la révision-correction, ils se donnaient plus parce que ils savaient que ça allait être publié, que ça allait être regardé. Donc là, ils voyaient l'intérêt d'aller vraiment corriger toutes les coquilles, etc. Donc, voilà rapidement pour qui nous sommes et pourquoi je peux vous parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle effectivement de tous ces sujets sensibles qui arrivent dans les classes là, de l'actualité ou même des enjeux de société quand on parle de racisme, tu le disais, de guerre, de genre, d'environnement, le sexisme, bref, plein de sujets vraiment importants. C'est des sujets complexes et sensibles. Est-ce qu'on en parle avec nos élèves? Est-ce que vous, d'après vous, c'est des sujets dont vous pensez qu'il faut parler? Ou est-ce que vous avez l'impression que, bon, c'est des sujets qu'il vaut mieux pas aborder en classe? C'est quoi votre impression, votre positionnement par rapport à ça? Vous pouvez lever la main là, si vous avez des commentaires, des questions, sinon juste écrire dans le chat là, puis je relayerai là, l'information à Anne, mais n'hésitez pas à Ok. participer, là, c'est bien quand c'est interactif. Ouais, puis après, je veux pas non plus, vous êtes sur la pause du lunch, puis il n'y a pas de problème. Je peux Effectivement. aussi avancer et puis... C'est une très bonne question, Anne. Même moi, en tant que parent, c'est peut-être sensible aussi, tu sais, comment on se positionne en tant que professionnel d'éducation, en tant qu'enseignant, avec des questions comme ça, là, ça peut être vraiment délicat, je pense. Ouais, bah effectivement, c'est délicat. C'est pour ça que la question se pose. Nous, on y répond oui, forcément. D'abord parce que de toute façon, ça va popper dans les classes. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, je me souviens plus quand ça avait été déclenché, mais je sais qu'il me semble que c'était
pour nous dans la nuit, ce qui fait que les enfants n'ont pas trop eu le temps d'en parler avec leurs parents. C'est que je sais qu'il y a plein de profs qui nous écrivaient pour dire: oh là là, ils sont tous arrivés à 8 heures, super inquiets, pensant qu'une troisième guerre mondiale allait éclater demain. Et puis, c'est les profs qui ont dû gérer ça. Parce que c'est des référents des enfants. Donc, c'est sûr que c'est très bon, c'est un très bon réflexe. Ça veut dire qu'ils ont une relation de confiance, mais aussi parce que des fois, ça arrive à un moment donné où soit les parents ont un peu jeté l'éponge en disant: tu en parleras à l'école, ou n'ont pas eu le temps d'en parler. Puis de toute façon, ils sont exposés à ces réalités-là. Tu sais, des fois, on dit: oh, on va pas parler de la guerre à des enfants, c'est trop anxiogène. Oh, on va pas leur parler de ci, on va pas leur parler de ça. Mais de toute façon, ils y sont exposés, soit sur Internet, parce que malheureusement, aujourd'hui, même des enfants très, très jeunes sont soit sur les réseaux, soit voient les réseaux de leurs parents. Et donc, en fait, ils voient des choses. Puis sinon, dans leur vie, je veux dire, les adultes, quand nous, on est touchés par une nouvelle ou quand on parle d'une nouvelle, forcément, les enfants, ils entendent à la maison ou à l'école, quand ils entendent dans la cour de récré, tu sais, des jeunes qui peuvent avoir entendu quelque chose, puis ils échangent là-dessus. Puis c'est souvent des sujets. Donc là, on parlait de la guerre en Ukraine, évidemment, mais même la laïcité. La laïcité, nous, on avait hésité. Enfin, on avait hésité. Je m'étais posé la question de savoir est-ce qu'on fait un dossier sur la laïcité. Puis en fait, une enseignante, pourtant, elle est prof en quatrième année, puis elle a été prof en première année, donc vraiment avec des petits en primaire. Puis elle me disait: mais Anne, la laïcité, ils y sont confrontés. Ils connaissent pas le terme, ils connaissent pas le concept, mais quand dans leur classe, ils ont un ou une amie qui fait le ramadan, ou qui porte un voile, ou qui porte une croix, ou forcément, en fait, ils sont exposés aux conséquences puis à la réalité de la laïcité, même s'ils connaissent pas le concept. Donc, c'est intéressant vous verrez que c'est un des conseils qu'on donne, de partir de leur réalité pour justement pouvoir leur parler de tout ça, mais en faisant un lien avec ce qu'ils vivent. Et le problème, c'est que donc, ils sont exposés à tout ça. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la bonne information. Même souvent, ils n'ont pas la bonne information. Parce que, il y a déjà, vous le savez, il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent. Mais en plus, ils ont souvent des bribes d'informations, ce qu'ils entendent dans la voiture en venant à l'école. Ils entendent je sais pas moi, des extraits d'un bulletin de nouvelles à la radio, par exemple, ou avant de venir, ils ont entendu des bribes de journal télévisé, ou ils ont entendu les parents en parler, ou dans la cour de récré, il y en a qui ont dit des... Donc, en gros, les informations, elles sont incomplètes, puis souvent, elles sont déformées. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, c'est important de pouvoir en parler avec eux pour justement aller revoir tout ça. L'intérêt de parler de ces sujets-là, c'est que des fois, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est des sujets qui ne devraient pas être en classe. Sauf que, outre le fait que souvent ça arrive malgré nous, là, ils viennent en parler, souvent c'est l'occasion en fait de faire le pont entre ce qu'ils apprennent à l'école puis la vraie vie. Puis ça, c'est clairement un motivateur de persévérance scolaire parce que des fois, les enfants, ils ont l'impression que ce qu'ils apprennent, c'est désincarné. Ils ont comme du mal à faire le lien entre, OK, mais pourquoi j'apprends ça à l'école, puis la vraie vie? L'actualité, ça permet ça. C'est-à-dire que quand on parle de la guerre en Ukraine, si on montre la carte, on fait de la géographie. Si on parle un peu d'histoire, on fait de l'univers social en primaire, de l'histoire en secondaire, ou du monde contemporain. Si on parle je sais pas moi, sans utiliser ce mot-là, mais d'épuration ethnique, par exemple, dans certains conflits comme à Gaza, où on parle beaucoup de génocide, évidemment que ça peut faire des liens avec en univers social, au primaire et au secondaire, quand on parle effectivement des génocides, là c'est au programme. Quand on fait des débats ou des discussions, on est dans le CCQ. Enfin, il y a comme plein de façons d'utiliser l'actualité pour faire passer des programmes, là, pour faire passer de la matière, mais en faisant des liens avec ce que les jeunes vivent. Donc, ça ancre les apprentissages dans la réalité, puis ça les motive honnêtement. Ça contribue à construire leur citoyenneté parce que ça va leur donner plein de repères qui vont leur permettre de s'engager aujourd'hui ou plus tard, puisqu'ils sont déjà des citoyens de toute façon, à leur niveau, dans différentes façons. Puis aussi, le simple fait qu'ils comprennent des enjeux de notre société, ça les rend, et qu'ils s'informent, ça les rend des citoyens de toute façon. Comme je disais, ça fait des liens avec le programme, mais notamment avec le cours CCQ, mais pas uniquement, comme je vous le disais, là, le monde contemporain secondaire, univers social, géographie. Ça permet de faire du français aussi à travers différentes, différents sujets. Donc, en CCQ, par exemple, c'est aussi le moyen d'observer des réalités culturelles. Donc, par exemple, quand on parle de pauvreté, vous savez qu'avec le CCQ, là, il faut qu'on parle du Québec, mais on peut toujours parler de la pauvreté dans le monde, puis de voir un peu, de faire la comparaison avec ce qui se passe chez nous. Ensuite, le fait d'en parler en classe de ces sujets-là,
Ça vous permet de vous rendre compte de ce qu'ils savent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Puis ça peut vous aider à comprendre aussi leurs réactions, soit dans la classe en général, soit quand vous abordez ces sujets-là, justement. Donc, on verra comment justement les aborder pour laisser venir toutes ces informations. Puis c'est l'occasion de leur donner la bonne information. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, on voit bien qu'ils ont rarement la bonne information. Mais vous, le fait d'en parler avec eux, vous allez pouvoir mettre un peu les pendules à l'heure. Puis c'est par exemple sur des sujets très d'actualité, puis sur lesquels ils ne sont pas forcément bien informés. Ben, je parlais de masculinisme tout à l'heure, mais tu sais, par exemple, égalité homme-femme, d'y aller avec non plus des croyances, mais de revenir avec des faits, avec des chiffres, avec des comparaisons. Mais, tu sais, ça permet de donner de l'information, puis de donner la vraie information. Donc, finalement, de leur faire réévaluer leur opinion éventuellement en fonction des faits, puis pas juste de ce qu'ils ont entendu ou de l'opinion de leurs parents. Tu sais, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, souvent, ils les utilisent mal, ils ne se rendent pas compte à quel point il y a des fausses nouvelles. Ben, tu sais, on en avait fait un sur les influenceurs aussi. Ben, c'était intéressant de voir c'est quoi le métier d'influenceur, c'est quoi les biais de penser qu'on peut être influenceur comme ça. Ben non, ça demande du travail, c'est pas évident, ils gagnent pas tant que ça leur vie. L'intelligence artificielle aussi, qu'ils sachent un peu c'est quoi les risques, comment ça fonctionne. Ben, nous, en ce moment, là, dans les ateliers, quand on leur dit sur quoi tu vas faire des recherches d'informations pour des exposés ou des magazines qu'on fait avec eux, ah bah ChatGPT. Ok, bah attends, on va t'expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, pourquoi c'est pas fiable. Or, ils ont le réflexe d'aller tous là-dessus, puis ils ont l'impression que c'est super fiable. Donc, le fait de leur donner la bonne information, ça permet de rétablir les choses. Puis en Puis fait, c'est quand vous parlez de tous ces sujets qui peuvent paraître sensibles, ça leur donne les outils pour développer leur jugement critique, pour développer leur échelle de valeur. Parce que moi, je leur dis tout le temps aux élèves, tu sais, développer ton jugement critique, s'il est basé sur des croyances, des théories du complot, puis des fausses nouvelles, ben, tu ne développes pas ton jugement critique. Là, ce n'est pas sur des bases solides. Donc, pour avoir un jugement critique qui est vraiment basé sur des choses solides, ben, il faut que ce soit sur des faits, il faut que ce soit sur des connaissances. Donc, il y a une partie des connaissances, comment dire, pédagogiques, éducatives qu'on voit à l'école dans les différentes matières, mais c'est aussi parce qu'on va apprendre de l'actualité de ces sujets sensibles que ça va permettre de continuer à étoffer un peu nos repères. Et puis aussi de développer une échelle de valeur quand vous parlez de la guerre, quand vous parlez du genre, quand vous parlez d'inclusion, ben, tout ça, ça développe leur échelle de valeur propre. Puis ça permet aussi d'ailleurs comment dire, de transmettre les valeurs collectives, les valeurs du Québec, les valeurs démocratiques, d'inclusion. Donc ça aussi, ça permet d'avoir finalement un socle commun de valeurs et de repères qui évidemment ben, fondent une société, une communauté, puis la cimentent. Donc là, quand on parle de masculinisme, par exemple, ben, c'est sûr que de savoir exactement, tu sais, je sais que ça crée des tensions dans les classes. Je sais qu'il y a beaucoup il peut y avoir, tu sais, des fois des frictions parce que ben, tout le monde ne pense pas de la même façon. Donc c'est vrai qu'encore une fois, de l'aborder le sujet puis de les faire réfléchir à ça, ça peut justement encore une fois faire réfléchir aux valeurs qui sont mises en avant, qui sont priorisées. Par exemple, le travail des enfants, ça leur fait réfléchir à bon, bah, quel âge on travaille, tu sais, les risques. Il y avait eu au Québec à un moment donné des études qui montraient que les jeunes avaient plus d'accidents graves. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement du Québec a finalement modifié la loi pour mettre un peu plus de réglementation parce il y avait trop d'accidents du travail chez les jeunes. Donc, tu sais, ça leur fait réfléchir aussi à leur réalité, à la priorité, pourquoi tu travailles, à quel âge on devrait travailler, c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages. Pareil, quand on parle des... Ben là, en plus, avec les élections fédérales, c'est vraiment... C'est sûr que ça va s'inviter dans les classes, ça. Donc, de pouvoir, encore une fois, leur donner les repères de façon, puis on le verra ensemble après, évidemment, de façon neutre et le plus objective possible, mais en justement présentant, par exemple, les différents candidats d'une élection, puis d'aller voir un peu, ben, c'est quoi leurs idées sur des mêmes sujets, quelles sont les différences de positionnement. Ben, tu sais, c'est ça qui va les aider à encore une fois, développer leur sens critique, évidemment. Puis, il y a aussi, évidemment, le fait que dès le départ, dès le primaire, en fait, vous allez aborder tous ces sujets, montrer la différence, parler de ce qui se passe dans le monde, de parler des différentes croyances, des différentes façons de voir les choses. Ben, ça cultive la tolérance. Le fait d'avoir été exposé à la différence, c'est sûr que ça fait réfléchir, puis ça permet finalement de les habituer à ce que tout soit pas comme dans une chambre d'écho sur les réseaux sociaux où ils entendent toujours la même chose, mais de les
exposés à différentes réalités qui finalement va leur ouvrir l'esprit. Puis après, c'est comme une deuxième nature d'être tolérant, de voir qu'il y a des gens qui vivent différemment de nous, puis que c'est correct. Là, on peut tous vivre ensemble de façon différente du moment qu'on se tolère et qu'on se respecte les uns les autres. C'est pour ça que quand, par exemple, des sujets sur l'homophobie peuvent arriver en classe, et c'est sûr qu'on en parlera après, c'est des sujets qui peuvent faire peur, mais c'est vraiment des sujets intéressants parce que ça permet de parler justement de ces différences, de cette inclusion, de cette tolérance. Pareil, quand on parle par exemple des réfugiés, on entend beaucoup de choses sur l'immigration aujourd'hui avec la campagne électorale, ça risque de s'amplifier, puis c'est pas forcément toujours souvent, il y a beaucoup de fausses croyances, de rumeurs, de fausses informations qui touchent tous ces sujets sensibles. Mais tu sais, d'aller voir c'est quoi la réalité des réfugiés, c'est quoi la réalité de l'immigration, de l'intégration dans nos sociétés de tous les gens qui viennent de l'extérieur, pourquoi ils viennent, dans quelles conditions. C'est pareil, ça fait réfléchir, puis ça va au-delà de tous les poncifs, de tous les préjugés qui peuvent être, comment dire, diffusés dans notamment les réseaux sociaux, les cours de récré, parce que les enfants, en plus, des fois, ben, comme on le disait, ils vont venir rapporter juste des choses qu'ils ont entendues, ils vont mettre bout à bout des choses ou simplement ce qu'ils ont entendu à la maison ou ailleurs, qui souvent ben, peuvent être des croyances, des opinions qui ne sont pas forcément fondées. Puis, j'aime beaucoup cette phrase de Rokhaya Diallo qui avait écrit justement un livre sur comment parler du racisme aux enfants, puis qui disait que pour construire des adultes ouverts et solidaires, il importait que les enfants, dès leur plus jeune âge, donc dès le primaire notamment, puissent se rendre compte de la pluralité du monde qui les entoure. Or, on le sait bien que déjà dans nos vies, on vit quand même beaucoup dans nos milieux, mais comme je vous le disais, les réseaux sociaux, vous le savez très bien, les algorithmes créent des chambres d'écho, ce qui fait que ce biais déjà très humain d'aller s'entourer que de gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, il est amplifié sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que l'école, les éducateurs que nous sommes tous, même si nous on est journalistes, on a un rôle maintenant dans le monde de l'éducation. Donc tous ensemble, ben, le fait de pouvoir leur parler de tous ces sujets sensibles, ben, ça permet de leur montrer la pluralité des opinions, des modes de vie, des modes de pensée, des histoires, des ressentis. Et c'est ça qui va faire, je pense, des citoyens plus complets puis plus tolérants, on l'espère. Aussi, c'est vrai que l'actualité, enfin, tous ces sujets sensibles dont on parle là, puis on va voir après les défis, puis comment on peut le faire, mais ça permet quand même aussi de faire de la prévention. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire de la prévention. Tu sais, on avait fait un dossier sur les agressions sexuelles à l'occasion du procès d'Harvey Weinstein, là, il y a quelques années. Mais tu sais, c'est sûr que ça permettait, avec une sexologue, on avait ramené le sujet. En fait, l'accroche, c'était l'actualité, parce qu'ils en avaient entendu parler. Puis après, ben, on avait ramené le sujet à leur niveau, à leur vie, à eux. Puis on avait dit avec une sexologue, bon, ben voilà, c'est quoi les gestes à prendre pour prévenir, évidemment, à leur niveau, il y a plein d'autres choses, plein de facteurs exogènes qui rentrent en ligne de compte là, mais comment à leur niveau, ce qu'ils ont aussi, le fait à l'époque de dire, ben, tu as le droit de dire non à un bisou de grand-maman ou tu sais, juste ne serait-ce que de ce genre de conseils-là, de recommandations-là. Puis là, par exemple, en parlant de l'amitié, de l'éveil amoureux, ben, ça nous a permis de parler du consentement, de parler des ingrédients d'une relation saine. Puis là, on l'avait adapté au primaire, puis on avait fait une version pour le secondaire. Ce qui fait que ben, tout ça, ça permet de faire de la prévention aussi. Donc tout ça, c'était pour vous montrer un peu à quel point ces sujets-là, on va voir qu'ils font peur, mais à quel point ils sont riches, à quel point ils peuvent vraiment amener plein de choses. Puis on sort pas vraiment, oui, on sort de l'école, mais pas du rôle d'éducateur. On fait des liens avec le programme, donc on ne sort pas complètement de l'école. On sort de l'école dans le sujet pour ramener finalement non seulement à la mission de l'école, mais aussi au programme tout simplement. Donc ça sort pas complètement, on peut vraiment relier tout ça. Par contre, il y a des défis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me dire c'est quoi les défis qui vont... Ben, je sais que Mélina en a abordé quelques-uns. Si vous avez envie de prendre la parole, sinon, aucun problème. Est-ce qu'il y en a qui veulent évoquer des défis que eux ressentent par rapport à le fait d'aborder tous ces sujets sensibles avec des élèves, que ce soit au primaire ou au secondaire? Est-ce que vous voyez des choses qui vous font dire je suis comme moins à l'aise? Sinon, j'ai toute une liste de défis pour vous qu'on a observé sur le terrain. Donc, pas de problème si vous êtes plus en mode écoute. Donc, les défis, évidemment, ça fait peur d'aborder ces sujets-là.
parce qu'ils sont sensibles, aussi parce qu'ils sont complexes. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui nous disent, ben, moi, je n'ose pas trop les aborder parce que je ne suis pas sûre moi-même de tout comprendre, j'ai du mal à mettre tous les bouts ensemble pour être capable d'en parler. Il y en a qui ont peur aussi de la discussion qui peut survenir. C'est sûr que quand il y a eu le début de la guerre à Gaza ou qu'il y a eu la guerre en Ukraine, je ne vais pas vous mentir, c'est sûr qu'il y a eu des tensions, puis vous avez peut-être vécu vous-même dans les écoles, dans les classes, sur des enfants d'origine ukrainienne, d'origine russe, par exemple, qui n'avaient pas les mêmes avis. Donc, ça peut, ou même sur le masculinisme, par exemple, ou sur d'autres sujets, c'est sûr que c'est des sujets polémique, polarisant parfois. Et il peut y avoir des discussions, puis il y a des enseignants qui nous disent, ben, moi, j'ai peur de me laisser déborder, en fait, de me faire déborder, de ne pas être capable de canaliser, de faire une discussion. Ensuite, notamment pour les plus jeunes, il y a des sujets qui peuvent paraître anxiogènes, qui peuvent créer de l'anxiété. Puis ça, c'est vrai déjà qu'ils le font pour les adultes. Tu sais, on sait qu'aujourd'hui, il y avait un article dans la presse récemment là, avec, c'est très intéressant sur le fait que dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de Trump. Puis là, ils parlaient plus du secondaire, puis qui sentaient une vraie inquiétude. Moi, j'entendais des jeunes en France là, dans des médias pour enfants là, qui posaient des questions, puis qui parlaient de Troisième Guerre mondiale, qui demandaient mais est-ce que mes parents ils vont être mobilisés s'il y a une guerre? Enfin, tu sais, on sent qu'en ce moment, il y a évidemment une anxiété qui monte, puis il y a des sujets qui sont anxiogènes. Ce qui fait qu'il y a des enseignants qui disent, ben, moi, j'ai peur d'aborder ces sujets-là, puis de ne pas être capable de calmer l'anxiété. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on pourrait avoir peur de parler de tous ces sujets-là. Mais en fait, en prenant diverses voies pour en parler, en prenant différentes choses, on arrive en fait à adresser ces sujets-là. Les principes de base, le premier, c'est vraiment de se préparer. C'est-à-dire que soit vous prévoyez de parler d'un sujet en classe, puis dans ce cas, ben, vous faites vos devoirs avant de savoir déjà vous un peu où est-ce que vous mettez les pieds. Ensuite, ça peut être se préparer tout simplement parce qu'il y a des choses qui popent des fois en classe, puis ben, on se laisse un peu prendre au dépourvu. Ben, c'est aussi de vous informer régulièrement, au moins d'être au courant, et de ne pas évidemment approfondir chaque sujet, mais le fait d'être au courant de ce qu'il y a dans l'actualité, ben, vous allez moins vous faire déstabiliser par un sujet qui arrive en classe parce que ben, en écoutant les infos le matin, par exemple, vous dites, ah ok, je sais que ça peut arriver. Donc même si vous ne possédez pas bien le sujet, au moins, vous vous laissez moins déstabiliser. Donc se préparer, ça c'est quelque chose d'intéressant. En classe, une fois que soit ça arrive, soit vous déposez un sujet, le fait d'être vraiment d'abord en phase écoute, c'est-à-dire d'abord de savoir, OK, qu'est-ce que vous savez sur ce sujet-là? Puis qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Donc l'écoute pour jauger où ils en sont, ce qu'ils savent, un peu ce qu'on disait au début là, mais aussi d'être toujours penser à être dans la bienveillance et la tolérance, c'est-à-dire d'accueillir certains avis qui vont pas forcément être les vôtres, qui vont peut-être être choquants, puis on va voir après dans quel cadre, là, évidemment, tout peut pas être dit, mais de quand même d'arriver, surtout quand il y a des sujets qui peuvent nous toucher plus particulièrement, ben, le fait d'essayer de se dire, OK, tout le monde ne pensera pas forcément comme moi, puis il faut comme j'accueille ça. Quand vous allez en parler, évidemment, vous adaptez au niveau de compréhension de langage puis de maturité psycho-affective et cognitive, simplement des élèves que vous avez. Est-ce que vous êtes en primaire? Est-ce que vous êtes au secondaire? Quoi qu'il en soit, utilisez des mots simples, prendre des exemples et en prendre des exemples concrets. Faire référence à des réalités qu'ils vivent, que ce soit au primaire ou au secondaire. Essayer de faire les liens, comme je vous disais par exemple tout à l'heure avec la laïcité. Quand on aborde le sujet, si on arrive, OK, on va parler aujourd'hui de laïcité, ils vont peut-être vous regarder comme ça, c'est quoi, puis je ne me sens pas concernée. Par contre, si vous abordez ça en disant, oh, ben, par exemple, on voit des jeunes qui, oh, ben, pendant un mois, ils ne mangent pas le midi, par exemple. Oh, ben, il y en a qui sont absents à certaines dates parce que, bon, ben, à cause de quoi? Tu sais, de les amener, en fait, à observer, d'ailleurs, c'est très CCQ, ça, observer les réalités culturelles autour d'eux, puis partir de cette matière-là, donc de leur vécu, de ce qu'ils peuvent observer pour aborder un sujet plus large. Ça, et puis surtout de vous adapter évidemment à leur niveau de compréhension et comment dire, et de vocabulaire. Par exemple, sur les élections fédérales, donc ça c'était en 2021, ben, le début de notre dossier, c'était déjà d'expliquer c'est quoi un vote. Puis des fois, ça peut paraître un peu abstrait, mais tu sais, quand on repart de la base, puis on dit, mais en fait, tu as voté, toi. Tu sais, souvent, bon, ben là, par exemple, on avait pris l'exemple de c'est une journée pédagogique, ben, il y a, je sais pas, un parent qui garde 3 enfants, puis là, il faut voter pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme activité aujourd'hui, ben, tu votes. Mais souvent, dans l'expérience des jeunes, même au primaire,
il y a, par exemple, oh, bah, une après-midi festive, ok, bah, on a le droit de regarder un film, et maintenant, il faut que tout le monde se mette d'accord sur le film qu'on regarde. Bah, donnez-moi la liste des films que vous voulez regarder, puis on vote. Puis la majorité, celui qui obtient le plus de votes gagne. Bah, tu sais, ils ont voté, donc c'est faire un lien en partant de leur vie pour finalement arriver après à ouvrir sur des choses qui leur paraissaient plus abstraites, mais qui finalement, ils vont comprendre beaucoup mieux. D'ailleurs, un exemple, attends, il y a un exemple que j'aime bien donner, oui. Ça m'avait vraiment étonnée pour faire un peu le lien entre différentes choses qu'on a déjà dites. C'est que quand il y a eu l'attentat Charlie Hebdo en France en 2015, il y avait en fait, dès les jours suivants, il y a eu une circulaire du ministère de l'Éducation qui en fait demandait aux enseignants, aux écoles de parler de ce qui s'était passé et d'en parler dès la maternelle. Puis vous savez qu'en France, la maternelle, ça commence à 2 ans, là. C'est vraiment des tout petits. Puis au début, j'étais comme, waouh, ils parlent de ça avec des tout petits. Puis tu sais, dans toutes les écoles et tout, j'avais trouvé ça intense. Et en fait, en regardant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'évidemment, ils n'en parlaient pas du tout de la même façon avec des enfants de 3 ans qu'avec des ados qui étaient à la fin du secondaire. Donc, tout était adapté. Ils avaient vraiment prévu ça avec des psychologues. Tu sais, tout était vraiment adapté au niveau et à l'âge des enfants. Mais en fait, d'en parler, c'était évident parce que, en plus, ben, les parents, évidemment, avaient été super choqués. Ils en ont entendu parler. Ils ont senti les émotions des adultes, forcément. Puis, dans la rue, à l'époque, il y avait des militaires parce qu'on avait tellement peur qu'il y ait d'autres attaques que les militaires étaient dans les rues. Mais tu sais, forcément, les enfants, ils les voyaient, les militaires, puis ils posaient des questions. Donc, de ne pas en parler, ça n'avait pas de sens. Puis, je fais du pouce 2 secondes là-dessus. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer, vous pouvez trouver sur notre site, là, dans l'onglet blog. Au moment de la guerre en Ukraine, on s'était entretenu en fait avec une psychologue qui travaillait avec l'Institut de stress humain et notamment sur l'impact de l'actualité sur le stress des adultes comme des enfants. Et en fait, elle nous disait ça, elle nous disait, mais quand on a peur d'aller vers un sujet anxiogène pour les enfants, en fait, on a tort parce que c'est parce qu'on leur dit rien qu'ils vont être anxieux. Parce que le cerveau humain fait que ben, si tu as des trous dans une histoire, ben, le cerveau, il va le remplir, mais forcément avec les pires scénarios, avec nos propres failles, avec nos propres peurs. Ce qui fait que quelque chose qui, certes, n'était pas forcément drôle et peut-être un peu inquiétant, ben, devient hyper stressant, alors qu'en fait, il était pas... Il aurait pu être circonscrit. Donc, le fait de ne pas en parler, on a l'impression que ça permet de limiter l'angoisse. C'est tout l'inverse, en fait. Donc, il faut en parler correctement, évidemment, pour mettre les choses comme il faut, mais d'en parler, c'est essentiel. Justement, pour en parler de façon à limiter l'angoisse, limiter les débordements, limiter les dérives, c'est de revenir aux faits. C'est pour ça que j'en reviens à la première recommandation qui est de se préparer. C'est que c'est sûr que quoi qu'il arrive, quand vous allez parler d'un sujet, déjà de ramener les faits, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, rien qu'avec ça, vous allez dégonfler beaucoup le ballon de l'inquiétude et vous allez déjà enlever beaucoup de stress lié à des fausses informations, des fausses croyances. C'est-à-dire que quand on en revient à ce qui s'est réellement passé, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pollution, que l'événement a été beaucoup pollué par des rumeurs, des fausses croyances. Je vous donne un exemple. Au tout début, on a commencé le curieux. C'est malheureusement le moment où il y a eu la disparition d'un petit garçon à Montréal, là, dans le quartier Antique, je pense. Et nous, on est allé en classe après pour parler de ce sujet-là, de voir comment nous, on l'avait traité avec des jeunes de 5e année du primaire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tellement stressant pour eux, ce genre d'événement qui pouvait évidemment relier à leur vie, puisque c'était un enfant quasiment de leur âge qui avait disparu. En fait, ils avaient plein. Bien, ils avaient tous des versions différentes, évidemment, mais toutes les plus anxiogènes, les uns que les autres. Et quand on est arrivé en disant, mais attendez, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait de cet événement-là, c'est ça. Il y avait comme, on savait juste que le petit était parti de chez lui, avait traversé une place pour voir des amis, puis après, on ne savait pas où il était allé. Alors qu'en fait, il y avait comme plein d'informations fausses qui circulaient sur ce qu'il avait fait par ailleurs. Ben, on s'est rendu compte que finalement, les vrais faits auxquels on pouvait se rattacher, il n'y en avait pas tant que ça. Et que tout le reste, c'est notre esprit qui l'avait un peu imaginé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de revenir avec les faits. Puis rien que ça rationalise. Le simple fait de remettre dans le contexte avec des faits, ça rationalise et ça baisse le côté émotif et donc le côté anxiogène, le côté peut-être agressif des enfants qui ont peur, puis qui du coup ben, vont être un petit peu sur la défensive. Effectivement, encore, ben, là, je viens de le dire, mais le fait de mettre en perspective, de mettre en contexte,
et de leur donner des trucs pour agir à leur niveau. Tout ça, ça aide contre l'anxiété. Par exemple, comme je vous disais, la guerre en Ukraine, bah, tu sais, déjà, quand on leur montrait une carte pour voir où était l'Ukraine, puis qu'on leur disait que c'était pas la première anicroche avec la Russie, qu'il y avait déjà eu la guerre de Crimée en 2014, on n'est pas obligé de rentrer en fonction de leur âge dans des détails trop techniques, trop compliqués. Mais le simple fait de leur donner ces petites informations-là, ça leur permet de comprendre que, OK, l'Ukraine, elle est de l'autre côté de l'océan. Donc déjà, c'est pas à nos portes, géographiquement parlant. Deuxièmement, donc on n'est pas en danger immédiat. Deuxièmement, cette histoire-là, la guerre peut pas arriver du jour au lendemain sans qu'on s'y attende. Oui, évidemment, je pense pas que les Ukrainiens ce jour-là pensaient qu'ils allaient être attaqués, on s'entend. Mais il y a quand même eu des signes avant-coureurs, il y a quand même eu un conflit qui couvait depuis très longtemps. Ce qui fait que quand c'est arrivé en 2022-23, excusez, j'ai un doute d'un coup, ben, c'est sûr que les enfants, ils ont eu l'impression peut-être que ça arrivait d'un coup, mais tu sais, non, il y a eu quand même des événements avant-coureurs, donc c'est quand même rassurant sur le fait que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain sans qu'on s'y attende quand même. Puis, comme je vous disais, de donner des trucs à leur niveau. Alors ça, c'est dans tous les sujets. Je vous donne un exemple. Là, on avait fait un dossier sur le monde des insectes où on expliquait qu'il y avait quand même notamment les abeilles qui étaient menacées de disparition. Puis toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur notre environnement, ne serait-ce que sur la production de l'alimentation qu'on a. S'il n'y a plus de pollinisateurs, ben, on va être un peu embêté. Donc, il y a un côté quand même anxiogène à cette nouvelle-là, même si elle n'est pas... c'est pas une guerre, là, mais c'est quand même anxiogène. Puis on en parle souvent au mois de mai. Donc, c'est des choses que les enfants entendent. Il y a quand même maintenant le challenge, le défi de pas couper le gazon en mai que beaucoup de gens font maintenant, donc ils en entendent parler. Bah, on leur disait, OK, bah, toi, à ton niveau, quand tu parles avec tes parents, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Par exemple, planter des fleurs avec ta famille pour offrir un petit peu d'environnement bah, voilà, pour faire des maisons un peu aux insectes, créer des petites maisons d'insectes. Bref, c'est des choses qui sont à leur portée. Par exemple, le gaspillage alimentaire, c'était de dire, oh, ben, tu pourrais inciter tes parents ou regarder quand il y a quelque chose dans le fond du frigo qui ne te tente pas trop, ben, tu pourrais en refaire un repas en le repassant à la poêle avec d'autres choses, ou tu pourrais, je sais pas moi, des tomates qui commencent à tourner d'œil, d'en faire une sauce. Encore une fois, c'est pas leur donner le fardeau, ça c'est important de faire attention à ça, évidemment, de pas trop les responsabiliser, de pas leur donner l'impression que ben, le fardeau de la solution ne tombe que sur leurs épaules, évidemment, mais de leur donner des petits trucs qui sont accessibles, réalistes et qui changeront sûrement pas le monde, mais qui feront avancer quand même la cause, bah, ça leur permet de se remettre dans l'action, de reprendre prise et de pas se sentir impuissant, écrasé par quelque chose qui est juste anxiogène. Et donc, quand on est dans l'action, évidemment, on a moins peur, là, on est moins stressé. Puis, quelque part, ça nourrit leur sentiment d'engagement, la citoyenneté. Puis ça encore, c'est au programme beaucoup, là, c'est dans les valeurs du CCQ, c'est de travailler sur la participation citoyenne. Donc, c'est autant de choses qui peuvent être vraiment intéressantes, encore une fois, avec des exemples concrets. Vous, dans votre approche, c'est sûr que de toute façon, que ce soit les journalistes, les enseignants là-dessus, on est comme les scientifiques d'ailleurs, on a tous le même positionnement à prendre, c'est la neutralité. C'est évident qu'on soit journaliste en parlant à des jeunes, qu'on soit enseignant quand on parle à des jeunes, on ne veut pas les influencer, on ne veut pas les influencer par notre avis, donc on ne donne pas nos opinions. C'est la règle de base qui, encore plus, est martelée par le CCQ, la neutralité de la position de l'enseignant, elle est encore marquée dans le CCQ, mais c'est comme une évidence, là. Donc, de prendre conscience de vos biais, de vos propres opinions en amont, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis évidemment, quand vous allez parler d'un sujet, d'accueillir ce que disent les élèves, mais de ne pas vous donner votre avis. Puis ça, c'est vraiment important, même avec des jeunes du secondaire, parce que des fois, on se dit, ah bah oui, avec des jeunes du primaire, ils sont très influençables, ça paraît comme évident. Au secondaire, on se dit, ah bah ils commencent déjà à avoir leurs idées. Mais tu sais, on a des exemples de jeunes qui sont revenus en disant, oh ben moi, j'ai investi dans les crypto-monnaies parce que mon prof, là, il disait que bah, Trump, il a dit que c'était bien les crypto-monnaies puis qu'il allait avoir de l'argent. Puis tu es là, mais ton prof, en l'occurrence, tu es au cégep, là, ton prof, c'est un prof en mécanique. Enfin, il a sûrement il connaît peut-être plein de choses sur les crypto-monnaies puis sur Trump, mais je veux dire, c'est pas un prof de politique. Un, il n'avait pas de parler de ça. Puis deux, on ne sait pas à quel point ce qu'il dit est vraiment basé sur des faits. Et n'empêche que le gamin a pourtant 18 ans au cégep. Là, je vous parle du cégep, je ne vous parle même pas du secondaire. Ben, ça l'avait comme encouragé. Donc, on ne se rend pas compte des fois jusqu'à quel point la parole d'un adulte de référence, comme l'est un enseignant dans la vie des jeunes, même au cégep, même à l'université,
peut avoir comme influence et comme impact. Donc là, on s'entend qu'avec les petits du primaire, il y a moins de conséquences sur des actes derrière, mais quand même. Donc, de prendre conscience de vos biais, puis vraiment de garder votre neutralité, là, c'est vraiment super important. Par contre, quand je vous dis de ne pas vous laisser submerger par vos émotions et votre vécu, ça, je dis plus par rapport à la façon dont vous allez justement exprimer les choses. Parce que quand on est trop ému, c'est difficile d'être objectif et de ne pas donner son opinion. On peut se laisser submerger par nos émotions. Dans ces cas-là, c'est pas mal de se garder une petite réserve. Tu sais, je me souviens qu'il y avait la prof de ma fille là, au secondaire, par exemple, qui, quand il y avait eu l'assassinat de Samuel Paty, le prof d'histoire en France, elle-même étant prof, elle était tellement choquée par ce qui s'était passé que quand les élèves le lendemain lui avaient dit oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame, et tout ça, elle avait dit je suis désolée, je suis incapable de vous parler de ça. Dès que j'en parle, j'ai envie de pleurer. Je ne vais pas être capable de vous en parler. Laissez-moi 2, 3 jours pour baisser la pression. Puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Puis ça, c'est très correct, de respecter vos émotions puis de l'exprimer aux élèves. Ça leur donne aussi un modèle inspirant de dire, bah, tu sais, toi aussi, quand tu es pris, tu es submergé par une émotion, c'est correct que tu te dises aux gens, bah, quelle que soit la situation, regarde, je vais prendre un pas de recul, je vais baisser mes émotions, puis je vais en reparler quand je serai comme plus capable de maîtriser ce que je ressens. Puis ça, c'est un peu pareil. Je ne sais plus si je le dis après. Peut-être que je prends de l'avance, pardon. J'ai un blanc. Mais c'est pareil avec la connaissance du sujet. C'est-à-dire qu'on dit de vous préparer avant, mais comme vous le disiez, il y a des fois, il y a des sujets qui arrivent que vous n'avez pas vu venir. Ben, soit vous vous sentez de l'aborder, soit vous dites, ben, moi, j'en connais pas assez. Là, dans ce cas-là, il y a comme 2 attitudes. Soit vous le dites clairement. Puis ça, je trouve que c'est pareil. C'est vraiment un exercice de transparence que je trouve vraiment intéressant puis très inspirant pour les jeunes, de dire, bah, tu sais quoi, je ne vais pas te parler de quelque chose que je ne connais pas. Je t'avoue que moi, je ne connais pas trop sur le sujet. Je vais aller faire des recherches, puis je t'en parle demain ou dans 2 jours quand j'aurai eu le temps d'aller chercher des faits, de m'instruire là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut totalement faire, puis c'est un super bon modèle à leur donner. Autre attitude possible, c'est, bah, tu sais quoi, je trouve ça vraiment intéressant. J'y connais pas grand-chose. Ce que je te propose, c'est qu'on aille en classe entière, je mets le TNI, puis on va faire des recherches ensemble. Puis ça montre que, un, l'adulte, il connaît pas tout. Deux, le plus important, c'est pas de tout connaître, c'est de savoir comment chercher les informations. Et là, d'aller leur modéliser une recherche d'informations sur un sujet d'actualité qui les intéresse, vous vous rendez compte à quel point c'est riche, c'est que non seulement ça les motive, non seulement ils vont en apprendre plus sur un sujet d'actualité, mais en plus, l'air de rien, vous allez leur montrer comment on fait une recherche d'informations fiables sur Internet. Vous n'êtes pas sûr de trouver que des sources fiables? Pas de souci, allez-y avec les grandes sources reconnues. Allez sur les médias reconnus. Ça vous permet de faire une petite recherche avec les élèves, leur expliquer justement bah, c'est quoi une source fiable. Mais ce n'est pas un problème d'aller leur dire je ne sais pas, on va chercher ensemble. Ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on peut faire ensemble. Puis quand, par rapport à la crainte d'avoir un débat ou d'être débordé par les opinions des élèves qui peuvent s'exprimer de façon un petit peu agressive, je pense que c'est vraiment important, par contre, dès que vous abordez un sujet sensible, d'abord de poser les bases. OK, dans quel cadre cette discussion va avoir lieu? De créer un climat de sécurité, un climat pacifié. Donc, de dire que chacun a le droit d'exprimer son opinion, que chacun doit écouter l'autre, que chacun doit essayer aussi, puis ça, vous pouvez le faire avec eux, d'essayer de comprendre pourquoi un tel a cette opinion-là. Tu sais, tu es d'origine russe, tu es pour la guerre en Ukraine. OK, nous, ça peut, en tant qu'occidental, en fonction de nos opinions, nous choquer. Mais OK, allons ensemble pour savoir qu'est-ce qui motive. Ça ne justifie pas, attention, ça ne justifie pas une opinion, mais ça l'explique. Pourquoi cet enfant-là peut éventuellement être un peu sur la défensive. Tu sais, dans le CCQ, c'est pareil, il y a beaucoup l'empathie, puis la compréhension de l'impact que les émotions peuvent avoir sur notre propre comportement, mais aussi sur celui des autres. Donc, une chose, mais aussi ce qui est super important, c'est que ce n'est pas parce qu'on échange que tout peut se dire. Donc, de remettre aussi dans le cadre, la discussion dans le cadre de la Charte des droits et libertés. Donc, pas d'homophobie, pas de propos racistes, pas de propos, évidemment, d'appel à la violence, pas d'appel, tu sais. Donc, de remettre bien ça à la base, de faire comme une introduction pour dire, OK, voilà dans quel contexte la discussion va se passer. Puis n'hésitez pas à faire déjà à limiter quand vous voyez que ça dérape. Ayant mis le cadre, vous pouvez dire, attention, là, tu passes la ligne rouge. Puis ensuite, vous pouvez aussi faire des retours individuels avec certains élèves en fonction peut-être de ce qui a été dit. Si vous voyez qu'il y avait eu de l'émotion là-dedans, on dit notamment
je ne sais plus son nom, excusez, il y a quelqu'un qui a fait un guide justement pour les enseignants sur comment traiter les enjeux sensibles. Mais tu sais, elle disait aussi de regarder le langage verbal, non verbal des élèves, puis de voir un petit peu après, d'aller peut-être parler avec ceux qui avaient l'air comme peut-être un peu plus, soit dans l'animosité, soit dans le doute, mais de mettre en place ces conditions favorables, puis que les jeunes se sentent en confiance pour parler, pour évoquer ces sujets-là. Le lien entre le prof puis les élèves en sera d'autant plus fort. Puis même dans les apprentissages, après, nous, on s'est rendu compte à quel point ça a aidé. Je vais en reparler après, mais à quel point ça a aidé dans la relation avec le prof. Du coup, même la réussite, quelque part, là, de sentir que tu es inclus, que tu es considéré, que tu peux tout dire dans ta classe, que tu as le droit de te tromper. Tu sais, tout ça, ça rejaillit en fait sur tout le reste des apprentissages. Euh, donc voilà sur les exemples des choses pour aborder ces sujets-là. Le résultat qu'on voit de parler, donc on a vu un petit peu à quel point ça pouvait être non seulement utile, mais en même temps que ça pouvait faire peur, comment on pouvait faire pour aborder ces sujets-là. Quand on les aborde, tu sais, les résultats, puis moi je vais être honnête avec vous, il y a des résultats que je n'anticipais absolument pas. Puis c'est en faisant cet atelier-là, en partageant les expériences que les profs nous donnaient, que j'ai compris à quel point c'était vraiment important. Mais d'abord, ça leur permet, en évoquant tous ces sujets-là, de comprendre le monde dans lequel ils vivent et l'autre aussi, comme on disait, la différence. Donc, c'est-à-dire que ça leur donne des repères. Or, vous savez que quand on a des repères, bah, on se sent plus en confiance, on a moins peur. Donc, d'avoir des repères de notre société, c'est vraiment important. Ensuite, évidemment, toutes ces connaissances-là, toutes ces expériences d'échange que vous aurez eues sur ces sujets-là, ben, ça leur permet d'avoir une plus grande habitude d'argumenter. Donc, quand ils vont faire de la communication orale, quand ils vont faire des textes d'opinion, des textes argumentatifs, ben, tout ça, ça va les aider à apprendre finalement, à faire avoir toutes ces capacités-là, toutes ces compétences. Puis ça va leur apprendre, ce que je trouve vraiment important, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait des textes d'opinion, ben, tu sais, même petit, là, de leur apprendre à dire, ben, OK, ton texte d'opinion, c'est pas juste que tu me dises ce que tu penses, c'est que tu l'étayes. C'est-à-dire que tu le bases sur des faits, sur pas des opinions, justement. Tu appuies ton opinion, mais sur des faits, des informations, et encore une fois, pas sur des croyances, encore moins des fausses croyances, des théories du complot ou des fausses informations. Ben, tu sais, ça va déjà leur donner une structure d'esprit même au primaire qui va les accompagner ben, finalement toute leur vie, puis même durant toute leur scolarité. Donc, ça alimente ça. Comme je vous le disais, ils vont avoir une plus grande confiance en eux parce que ils vont avoir plus d'arguments. Quand on a des arguments, on se sent plus à l'aise de venir devant la classe pour faire un exposé, de faire un texte d'opinion parce qu'on prend confiance dans le fait que on est capable d'avoir des opinions, puis que nos opinions, elles sont valables parce qu'elles sont étayées par des choses solides. Ensuite, quand je dis plus d'inclusion, ce que je veux dire, c'est que les enfants se sentent plus inclus. Je ne parle pas d'inclusion au niveau sociétal, mais que les enfants se sentent plus inclus à partir du moment où on les considère comme étant capables d'aborder ces sujets-là. Justement, tu sais, l'ancien réflexe qui disait « Oh non, t'es trop petit, c'est un sujet pour les grands, tu ne peux pas écouter ». Mais tu sais, ça donnait aussi un sentiment, puis on s'entend, il y a des limites, là, ça reste des enfants, mais ça donnait un peu un sentiment d'infériorité, de non-capacité, alors que là, le fait de dire, bah, tu sais, on considère que à ton niveau, tu peux euh, être partie prenante de la chose, on peut t'en parler, ben ils se sentent beaucoup plus inclus et donc ça permet de les reconnaître comme en tant que personne, en tant que citoyens en devenir. De toute façon, ils sont déjà un peu citoyens, mais encore plus citoyens en devenir. Ils sont une personne à part entière. OK, on le fait adapter. Je veux dire, évidemment, on ne va pas laisser la parole comme un adulte à un enfant de 6 ans qui a évidemment moins l'habitude, mais de dire on est d'accord pour en parler avec toi, puis de t'inclure dans cette discussion-là, ben, ça les reconnaît. Et donc, évidemment, ça leur donne un sentiment de confiance. Puis, ça leur donne une capacité d'agir, de se sentir en puissance, en capacité de prendre comment dire, position sur un sujet. Éventuellement, après, d'aller agir encore une fois à leur niveau. Par exemple, je sais pas, tu travailles sur les enjeux climatiques, l'environnement, puis ben, l'enfant, avec ses parents, il entend qu'il y a, je sais pas moi, une collecte de déchets au printemps sur les rives de la rivière à côté de chez lui. Ben, peut-être que le fait d'avoir eu de l'information là-dessus, oui, il y a eu peut-être un peu d'anxiété quand on a parlé d'environnement, sauf que là, il peut comme tourner cette anxiété-là, puis utiliser les informations qu'il a eues pour le transformer en action.
puis dire, oh bah tiens, moi je vais aller par exemple avec mes parents, on va aller ramasser des déchets, je sais pas moi, à 3 rues de chez nous, parce que ben on veut pas qu'il y ait une tortue qui finisse avec un plastique dans la gueule puis elle s'étouffe par exemple, tu sais. Donc cette capacité-là de, tu sais, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes, il y a beaucoup de syndrome dépressif. Mais tu sais, tout ça, ça les aide à se sentir plus en confiance, à avoir plus de capacité. Tu sais, souvent aussi des meilleurs résultats à l'école parce qu'il est prouvé que plus ils font des liens entre les différentes choses qu'ils apprennent, plus ils sont meilleurs dans les rédactions, dans les dissertations, que ce soit tu sais, en géographie, en histoire, tout ça en français, même quand ils doivent à un moment donné faire des textes. Ben, le fait d'avoir une tête bien nourrie, puis d'être capable de faire les liens et de mettre en contexte tout ça, c'est sûr que ça les aide à avoir un meilleur résultat scolaire. Donc, vous voyez oui, il y a des défis, oui, c'est pas facile, mais il y a des trucs qui permettent d'en parler, il y a vraiment des résultats. Et à la fin, on arrive avec des enfants qui sont plus ouverts, qui sont plus connaissants, qui sont plus épanouis. On a des citoyens et des futurs adultes qui sont plus éclairés, plus tolérants. Puis vraiment, ne pas négliger le lien que ça crée avec l'enseignant, le lien que ça crée entre les élèves dans la classe aussi. C'est quand on a abordé en groupe des sujets un peu sensibles, on a senti qu'on avait pu parler, qu'on avait pu échanger sur des opinions, que quand il y en a qui avaient des opinions un peu radicales, ben, on était capable de discuter avec eux, on était capable non pas forcément de changer leur opinion, mais au moins de mieux les comprendre, qu'ils nous comprennent, puis qu'il y ait un dialogue. Ben, c'est super rassurant, puis ça crée une dynamique de groupe, de classe pour l'année qui est évidemment super riche. Voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos attentes sur ces sujets-là. Puis je suis très ouverte à avoir des partages d'expériences, des questions, du challenge même. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas réaliste. Je suis à votre disposition pour en parler et répondre à vos questions si vous le souhaitez. Donc, il y a des personnes qui veulent lever la main virtuelle ou écrire dans le chat, gênez-vous pas. Sinon, peut-être qu'on peut partager ton adresse courriel ou quelque chose Mais comme oui, n'hésitez pas à m'écrire, même pour continuer la discussion, ou si vous avez d'autres idées, ou vraiment, ça me fera vraiment plaisir. Mais oui, puis le curieux est une ressource merveilleuse. Je suis épatée par ta présentation, Anne. Merci tellement. C'était génial. La quantité, la qualité d'apprentissage qui est possible de faire là, en utilisant l'actualité qui est là, hein. Je veux dire, on s'en sauve pas. C'est extraordinaire. Il faut juste savoir comment le faire. Je pense que ce que tu as partagé, c'était très, très pertinent, très, très bien communiqué, là. Donc, merci. Merci à Vraiment. toi pour l'invitation. Merci à vous d'avoir été là. Avec plaisir. Mais oui, merci beaucoup aux participants d'avoir été là. Je pense que je ne me suis même pas présentée au départ. Moi, je suis Mélina. Je m'occupe des communications chez EdTech. Encore là, si vous avez des questions, si vous voulez en apprendre plus sur les ressources là, qui sont faites au Québec en techno pour l'éducation, edtech.ca. Gênez-vous pas. Puis, vous allez recevoir de l'info là, sur nos prochains midi-conférences, midi-inspirants qui s'en viennent là, via notre Gazette EdTech très prochainement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.